Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Il n'y a pas longtemps, je t'ai fait une vidéo sur les 5 erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé l'activité de VTC. Mais il y a d'autres erreurs qui existent pour les débutants que je n'ai pas faites moi, mais qui est fréquente de faire chez les débutants. Et donc cette vidéo va traiter de cela justement pour t'éviter de faire ces erreurs qui sont assez fréquentes chez les VTC débutants. À tout de suite. Souvent, on me demande quelle application j'utilise pour mon activité de VTC. Eh bien, moi, j'utilise Time. Time est une application très pratique et intuitive qui va te permettre de créer tes clients, devis et factures directement depuis ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur portable ou ton PC de bureau. L'application te permet d'avoir un visuel en un coup d'œil à ta variation de trésorerie, ton chiffre d'affaires, tes encaissements et de prévoir à l'avance tes futures cotisations de TVA. Tu pourras aussi gérer tes indemnités kilométriques et tes notes de frais en un clin d'œil. Chaque encaissement et dépense sera lié à une ligne de ton compte bancaire. Il te suffit de déposer un justificatif sur l'application ou tout simplement de prendre en photo ton ticket de caisse ou ta facture avec ton téléphone. Un énorme gain de temps pour nous les VTC. Bien sûr, tes données sont chiffrées, sécurisées et sauvegardées. Tu peux faire un export de tes données quand tu veux. Time, c'est 3 formules sans engagement. Il y a la version gratuite qui te permet seulement de faire tes devis et factures. La version Smart qui est celle que moi j'utilise à 14,99 € par mois pour ceux qui veulent tout gérer, le compte pro, la comptabilité et la facturation au même endroit. Et enfin la version Premium pour ceux qui veulent aller plus loin avec les moyens de paiement, etc. Si tu es convaincu, rendez-vous en description où vous pourrez trouver le lien vers le site. Merci. Tout d'abord, je vais vous passer les aspects réglementaires, c'est-à-dire prendre une assurance, passer l'examen de VTC, etc. Parce que ça me paraît évident qu'il te faut une assurance pour rouler, etc. De toute façon, je pense que tu pourras même pas t'inscrire sur les applications type Uber, Bolt, Hitch si tu n'as pas tous ces documents-là. Parce que tant que tu n'auras pas fourni ces documents, tu ne pourras pas commencer à allumer l'application. La première erreur à ne pas faire, c'est justement ne pas faire les étapes dans l'ordre au démarrage. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir te lancer dans l'activité de VTC, il y a quand même un certain ordre à respecter. Il va falloir que tu fasses peut-être une formation. En tout cas, moi, je te la conseille, même si elle n'est pas obligatoire. Je te conseille d'utiliser, par exemple, ton compte formation pour faire une formation VTC qui va te permettre d'avoir plus facilement ton examen théorique et ton examen pratique. D'ailleurs, si tu veux voir un petit peu comment ça se passe, l'examen théorique et l'examen pratique, je te mets une vidéo ici sur l'examen pratique. Et je te mettrai aussi également une vidéo ici sur l'examen théorique. Et puis tu verras un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Au démarrage, tu vas devoir passer ton examen et avoir ta carte VTC. Et avant d'avoir ta carte VTC, je te conseille de ne pas tout de suite créer ta société. Pourquoi? Si tu as l'intention d'être auto-entrepreneur, là, ça ne va pas avoir tellement d'impact. Je te dirais même, tu peux créer ton entreprise. De toute façon, tant que tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu vas rien avoir à payer puisque c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu payes quand tu es auto-entrepreneur, en impôts, je veux dire. Mais par contre, si tu as par exemple une société, il va te falloir un comptable et le comptable, lui, tu vas le payer. Et si tu n'as pas encore reçu ta carte VTC, tu vas payer ce comptable tous les mois alors que tu n'as pas encore d'activité. Et ça, c'est un petit peu bête, quoi. De la même façon, si tu as déjà acheté un véhicule et que tu l'as acheté à crédit, et que tu n'as toujours pas ta carte VTC, tu vas payer tous les mois ton crédit alors que tu ne peux pas travailler pour rembourser et tu risques de te mettre en difficulté financièrement. Donc je t'invite vraiment à faire attention et à faire les étapes dans l'ordre. D'abord, passe ton examen, prends le temps de faire une formation, je te le conseille, obtiens ta carte VTC et puis quand tu as ta carte VTC, tu ouvres ta société, tu prends un comptable et puis tu achètes ton véhicule en dernier. Parce que sachant que si tu achètes ton véhicule une fois que tu as ta société, tu vas pouvoir déduire les charges, etc. Je te laisserai checker un petit peu dans toutes les vidéos que j'ai faites. Je l'ai expliqué plein de fois comment ça marchait, le système d'amortissement, etc. Mais voilà, c'est important de faire les choses dans l'ordre. La deuxième erreur que tu puisses faire, à mon sens, c'est de louer un véhicule. Alors, il y en a certains qui te diront que ce n'est pas une erreur. Moi, pour moi, c'est une erreur parce que au démarrage de ton activité, il est fort à parier que tu vas avoir plus de 90% de ton activité, voire même 100% de ton activité qui va être de l'application. Tu vas faire de l'application Uber, Bolt, Hitch quasiment tout le temps, jusqu'à temps que tu arrives à démarcher ta clientèle privée. Il faut que tu gardes en tête quand même que ton objectif en tant que VTC, c'est pas d'être entre guillemets salarié de Uber, Bolt, Hitch.
Le but, c'est quand même de réussir à développer sa clientèle privée. Et donc, tu vas pas dégager suffisamment de chiffre d'affaires sur ces applications-là pour que le fait d'avoir un véhicule en location soit rentable. Ça coûte super cher de louer un véhicule. Oublie les pubs que tu vois à la télé où tu peux acheter tel véhicule en leasing, où tu vas payer tous les mois pour avoir tel véhicule, tel véhicule, tel véhicule. Parce qu'avec ces véhicules-là, tu as un nombre de kilomètres limité dans l'année. Pas sûr que tu puisses avoir une activité professionnelle avec, parce que il existe des leasings qui sont faits pour les chauffeurs VTC, mais voilà les tarifs, tu vas payer super cher. Ça va être des milliers d'euros par mois que tu vas payer juste pour la location de ton véhicule. Donc vraiment, moi à mon sens, vaut mieux que tu achètes un véhicule à crédit si tu n'as pas l'argent tout de suite. Alors si tu as l'argent, le mieux du mieux, c'est d'acheter un véhicule cash. Ensuite, si tu n'as pas l'argent, c'est de faire un crédit à la banque. Vaut mieux que tu dépenses un petit peu d'argent chaque mois à t'acheter un véhicule à crédit, mais le véhicule, il va t'appartenir, plutôt que de louer un véhicule hors de prix qui, au final, ne va pas t'appartenir. Et ensuite, le troisième conseil que je peux te donner par rapport à l'achat d'un véhicule, c'est si tu n'as pas beaucoup d'argent, prends un véhicule, même fortement kilométré, un peu vieux, prends un hybride, comme ça, tu n'es pas limité sur l'ancienneté du véhicule, et puis tu tournes avec, tu fais des économies, et puis dès que tu as assez d'argent, tu te fais plaisir sur un véhicule un petit peu mieux. La troisième erreur que tu puisses faire, c'est ne pas avoir une discipline sur tes horaires de travail. Quand tu es à ton compte, et surtout sur des travails comme ça, où tu peux facilement te connecter, te déconnecter, etc., bah, tu vas avoir tendance à vouloir travailler un petit peu à la wall again quand tu as envie, etc. Si tu n'as pas une discipline sur tes horaires de travail, tu vas être en galère pour avoir ton chiffre d'affaires. Ça a ses avantages, c'est vrai que quand tu es à ton compte, tu peux facilement te dire, bon bah voilà, j'ai un rendez-vous là, je l'honore, et puis bah, pas grave, je travaillerai le lendemain un petit peu plus pour rattraper ce temps perdu, etc. etc. Ça, c'est vrai que ça fait partie des avantages d'être chauffeur VTC, mais si tu n'as pas une certaine discipline sur tes horaires de début, tes horaires de fin, du nombre d'heures que tu veux faire dans la semaine, etc., tu vas vite être en difficulté pour faire tes heures en fait. Donc moi ce que je te conseille, c'est tout simplement déjà essaye, tu fais un planning des horaires que tu as envie de faire la semaine. T'essayes. Hop, tu fais ton planning une semaine ou 2 semaines, tu vois ce que ça donne, si ça sonne bien, ça sonne pas bien, si tu as des clients privés sur ces horaires-là ou pas. Et puis après tu ajustes. Tu vois, moi plusieurs fois j'ai changé mes horaires de travail parce que ça correspondait pas exactement à ce que je recherchais. Et puis après, au bout de quelques temps, j'ai fini par trouver un petit peu l'équilibre que je voulais entre ma vie pro, ma vie perso, ma vie professionnelle et ma vie personnelle, de ce que je voulais avoir en objectif de chiffre d'affaires. Et puis après, ça me convenait très bien et puis je tournais là-dessus, quoi. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que tu te penches, les horaires de travail. Une autre erreur à ne pas faire, c'est négliger l'aspect de ton véhicule. Si tu négliges l'aspect de ton véhicule, tu vas renvoyer une mauvaise image de toi. Alors sûr que sur les applications, ça va pas avoir un gros impact à part sur le fait que tu vas peut-être avoir quelqu'un qui va moins bien te noter s'il voit que ton véhicule il est crado ou pas, mais ça va être derrière pour toi beaucoup moins de possibilités d'avoir de la clientèle privée. Si tu as un client que tu transportes, qui voit que ton véhicule, même un client privé, on va dire, tu as réussi à démarcher un client privé, cool, tu es content, tu vas faire ta première course, ton véhicule il n'est pas nickel. Ton client, il va faire appel à toi une fois. Et puis après, il ne fera plus jamais appel à toi. Donc il faut que tu fasses attention quand même que ton véhicule soit propre, intérieur, extérieur. Le minimum du minimum, c'est que ton véhicule à l'extérieur, il soit propre et qu'à l'intérieur, il soit brossé, aspiré. Voilà, c'est vraiment le minimum du minimum. Après, tu peux, pour la clientèle privée, moi je le faisais que pour la clientèle privée, mettre des bouteilles d'eau et puis des petites choses à disposition. Moi j'avais les 3 chargeurs dans mon véhicule. Souvent quand on me demandait ou que j'entendais que le client il avait plus de batterie ou quoi, tu les entends les clients parler dans ton véhicule. Tu leur proposes, attendez si vous voulez j'ai un chargeur iPhone, j'ai un chargeur type C, et puis voilà, c'est des petites choses que tu peux proposer qui sont quand même agréables. Et la chose qui va avec, c'est de pas d'être propre sur toi. Alors il y en a certains, ils sont team costard, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le véhicule qu'ils ont, ils sont habillés en costume, ou alors ils ont une chemise, pantalon à pince, chaussures de ville. C'est très bien, c'est sûr que ça fait très classe, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus.
Après, ça dépend du style que tu veux te donner, j'ai envie de te dire. Moi, je serais un peu moins strict là-dessus parce que moi-même, je n'appliquais pas ça. J'avais comme philosophie de me dire que j'ai pas envie, en fait, de m'inventer un personnage par rapport au véhicule que j'avais. Je vais essayer de t'expliquer, je sais pas si ça va être très clair ce que je vais dire, mais j'avais une Toyota Auris, j'avais pas une Mercedes, tu vois. Donc, je me dis que la clientèle que j'ai, ça va être la clientèle application, UberX, Ubergreen, Bolt, et ma clientèle privée à moi était une clientèle qui n'était pas, on va dire, haut de gamme. Et donc, je voyais pas la nécessité d'être en costard, tu vois, ça faisait un décalage complet avec ma clientèle. Et je dis pas que c'était dépouilleux ma clientèle, mais ça faisait un gros décalage. Je voyais pas l'intérêt en fait pour moi d'être habillé en costard, ça aurait fait pas naturel. Vaut mieux parfois avoir un polo. Moi, j'étais souvent comme ça, un polo, ou alors tu as un pull avec une chemise qui dépasse. Un pantalon, par contre, j'avais toujours un bon pantalon quand même. Jamais tu m'aurais vu en short ou quoi. Un pantalon et puis des chaussures qui font propre, pas forcément des chaussures de ville, mais ça peut être des baskets qui sont propres. Et puis voilà, tu fais soigner quand même sur toi. Si tu te trimbales en jogging, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas du tout. Ou alors crado sur toi, tu sens mauvais. Voilà, l'hygiène corporelle aussi, c'est important. Ça, forcément, ça peut pas le faire. Et pareil, si tu as un client, tu as la chance d'avoir un client privé et que il te voit arriver dans un état sur toi qui est pas terrible, bah forcément, il ne veut pas faire appel à toi, quoi. Donc voilà, moi je te dirais, le costume, c'est très très bien. C'est pas obligatoire. Si tu es propre sur toi, que tu as un polo, que tu as un petit pull avec un polo, une chemise ou quelque chose comme ça, déjà ça fait le taf. Du moment que tu sois bien propre sur toi, une tenue pro. Voilà. Si je devais résumer le truc, je te dirais une tenue pro. Ne pas être sociable, ça aussi c'est une erreur à ne pas faire. Alors pourtant, tu me vois moi à travers les vidéos que je fais sur YouTube, mais je suis pas quelqu'un de très expressif. Et pourtant, il y a quand même une certaine, une certaine approche à avoir avec les clients, tu vois. Un bonjour, un au revoir, un merci, un s'il vous plaît, un comment ça va aujourd'hui. Tout ça, c'est le strict minimum à faire quand tu reçois de la clientèle dans ton véhicule. Ce qui est aussi à faire, c'est te renseigner quand même sur les lieux touristiques qui sont autour de toi dans la ville. D'ailleurs, le jour de l'examen, ça va t'être utile. Je t'invite à aller voir la vidéo justement sur l'examen pratique. Tu verras que ça fait partie de l'examen pratique de pouvoir renseigner un client sur les zones touristiques autour de toi. J'ai vu parfois en commentaire des gens qui disent « Ouais, moi je suis pas un guide touristique ». Malheureusement, si tu raisonnes comme ça, ça va pas le faire, quoi. Parce que non, t'es pas un guide touristique. C'est sûr que tu vas pas faire le tour de la ville en l'expliquant. En 1632, ce bâtiment a été construit. Mais il faut que tu sois capable de dire à ton client où est-ce qu'il peut manger de la bonne viande, où est-ce qu'il peut manger du bon poisson, où est-ce qu'il peut aller boire un verre, où est-ce qu'il peut sortir le soir, quel monument il peut voir. Voilà, tu dois pouvoir être capable de dire ça. Et si tu peux le dire en anglais, c'est même encore mieux, tu vois, parce que si tu habites dans une ville comme Bordeaux, Toulouse, Marseille, Paris, dans des villes où tu as potentiellement de la clientèle étrangère, si tu peux le dire en anglais, voire même en espagnol, bah là c'est bon, tu as tout gagné. Et puis les clients, ils apprécient ça. Si tu entends un client qui parle étranger dans ton véhicule, déjà tu peux te dire qu'il est touriste, tu peux lui demander d'où il vient, de quel pays vous venez de là, bah, j'y suis jamais allé, ou alors moi j'y suis déjà allé, etc. Et puis c'est l'occasion pour toi de lui dire pour combien de temps il est là, est-ce qu'il est là pour le tourisme, est-ce qu'il est là pour voir de la famille, etc. Et puis tu lui dis, est-ce que vous êtes allé voir le miroir d'eau à Bordeaux? Le gars il va te dire, ah, quoi, le miroir d'eau? Non, je connais pas. Ah bah tiens, le miroir d'eau, c'est ça, ou je sais pas, je te donne un exemple. Il y en a qui vont me dire, ah, le miroir d'eau, ouais, il y a peut-être mieux à proposer. Je sais pas, par exemple, tu peux parler de Saint-Émilion. Souvent, les gens, ils aiment bien. Moi, je sais que toute ma famille qui est venue me voir à Bordeaux, ils sont tous passés par Saint-Émilion. Donc, c'est quand même, ça doit être un endroit qui intéresse les gens. Et c'est potentiellement aussi une opportunité pour toi d'avoir un client privé. Ah ouais, Arcachon, ah, le bassin d'Arcachon, ou alors Saint-Émilion. Ah ouais, c'est où? C'est à 50 km. Par contre, vous n'avez pas de transport pour aller là-bas. Il n'y a pas de bus. Peut-être, voilà. Et si tu as de la chance, si tu amènes bien la chose, peut-être que tu vas avoir du client privé. Et tout bénéfice pour toi. Et on va finir sur la rentabilité, parce qu'il y a aussi une erreur qui est à ne pas faire, c'est ne pas suivre sa rentabilité au moins mensuellement, on va dire. L'une des pires erreurs que tu puisses faire, c'est travailler dans le vent, en fait.
travailler et ne pas être au courant de savoir si tu fais si tu es rentable ou pas. Parce que si tu bosses dans le vent, si ta rentabilité n'est pas top, c'est bien d'en connaître les raisons pour ajuster, voire même de refuser certaines courses qui ne sont pas rentables, etc. Et si tu ne suis pas tes comptes, ta rentabilité, bah, tu ne peux pas le savoir. Regarde, si tu vois que ta trésorerie augmente, voilà, de mois en mois, bah déjà c'est bon signe. Ça veut dire que tu es au moins rentable. Voire même, tu fais du bénéfice. Donc ça, c'est cool. Maintenant, tu regardes, est-ce que, je ne sais pas combien tu fais si tu vois que ta trésorerie, elle augmente de 500 € par mois, est-ce que c'est assez par rapport au nombre d'heures que tu travailles? Je ne sais pas, tu vois. C'est des petites choses comme ça qu'il faut que tu vois. Et puis si jamais tu vois que ta trésorerie, elle a du mal à augmenter, c'est bien aussi de se pencher sur les causes. Dans ce cas-là, tu épluches ton relevé mensuel, tu regardes tous tes produits, donc tout l'argent que tu as rentré, tu regardes toutes tes charges. Pense aussi que tu vas avoir les impôts qui vont te tomber dessus et aussi la TVA, ne l'oublie pas. Et tu fais le ratio. Et puis, si tu vois que vraiment c'est trop cher, bah, tu commences à regarder dans tes dépenses lesquelles sont en haut de la liste en termes de dépenses. Et puis, tu essayes de voir à quelle économie tu peux faire. Tu vois, et moi, il y a un moment, je me suis posé la question et j'ai regardé un petit peu mes postes de dépenses et puis je voyais que je payais vraiment très cher de comptable. Et je me suis dit quand même, c'est vrai qu'au démarrage, quand j'ai commencé mon activité, j'avais 2 activités. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vu que maintenant j'en ai plus qu'une, de payer moins cher? Donc j'ai commencé à regarder d'autres comptables. Et puis au final, je me suis retourné vers mon comptable en lui disant, bah voilà, moi j'ai ces comptables-là qui sont beaucoup moins chers. Vous me proposez quand même un service qui est bien, mais qui est beaucoup plus cher. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un effort? Et puis j'ai gagné 100 € par mois comme ça. C'est pas négligeable 100 € par mois. Donc bref, voilà, ça peut être utile, mais ça peut être utile aussi pour tout. Un autre poste de dépense aussi qui n'est pas négligeable, c'est le midi. Alors après, chacun fait comme il veut. Soit tu te mets en mode commando et tu manges pas le midi, mais je te le conseille pas. Ou alors tu manges pour pas cher le midi, moi c'est ce que je faisais. Ou alors tu n'as pas envie de renier sur ça pour garder ta qualité de travail, tu fais ce que tu veux. Moi en tout cas, j'avais choisi de faire au moins cher le midi. Sur ce, j'espère que ce petit témoignage d'expérience t'aura été utile. N'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner si ça t'a plu. Je te mets également en description le lien de parrainage Bolt si ça peut être utile. Et puis, n'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as des questions, des choses que tu voudrais que j'aborde plus tard. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye!